Salut à tous et bienvenue, et surtout toi Max, bienvenue à la maison, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça fait un petit moment que j'étais parti là. Mais heureusement, je suis revenu. Et heureusement tu es revenu avec plein de vidéos dans la musette, surtout c'est ça qui nous intéresse. Moi pendant ce temps-là, je suis allé sur ton terrain, j'ai pratiqué un petit peu l'ultra distance. Et alors? On en parlera plus tard, la vidéo sort ce week-end, je vous laisse la primeur de la découverte. Par contre, j'ai roulé avec un groupe 13 vitesses, le nouveau Campa Super Record. C'était la première fois que je roulais en Campa certes, mais surtout la première fois que je roulais en 13 vitesses. Et alors je te propose qu'on en parle aujourd'hui, parce que moi quand j'ai commencé le vélo, j'étais en 8 ou 9 vitesses, on arrive à 13, il y a des 14 dans les salons tels l'Eurobike. Je te propose qu'on en parle. Eh ben allez, c'est parti. Donc comment ça Louis? T'as des histoires de 13, 14, 8 vitesses. Raconte-moi tout ça. Eh bien, toi comme moi, on a commencé le vélo avec peu de pignons à l'arrière. Quand on parle de ça, c'est bien. Alors, quand on parle de vitesse, ce n'est pas la multiplication des plateaux à l'avant et des pignons à l'arrière. Par raccourci, c'est bien le nombre de pignons qu'on a sur notre cassette. Tu sais, à l'arrière là-haut. Non, c'est la multiplication. 3 plateaux à l'avant, 9 vitesses à l'arrière, ça fait 27. Et ouais, donc le 14, finalement, c'est pas tant que ça. Quand tu achetais ton vélo, c'était vélo 27 vitesses. Voilà, c'est tout. Donc, vas-y, continue. Et donc du coup maintenant sur nos cassettes, on a la norme, ça reste 11 voire 12 pignons, voilà, sur les groupes en moyenne. C'est à peu près ça, il y a encore beaucoup de 11 forcément. Mais même en 10 vitesses hein, sur les vélos d'entrée de gamme. Largement, et fait est de constater qu'on s'en sort. Et qu'on passe partout depuis très longtemps et qu'avec 2 plateaux à l'avant, ça suffit. Qu'on voit même du monoplateau en 11 vitesses et en 12 vitesses, donc plutôt en 12 vitesses. Donc on a cette tendance à réduire à l'avant, mais à l'arrière on a 12 qui se normalise, le 13 qui sort, que ce soit pour le gravel, pour la route, pour le VTT, et on a vu donc des brevets en 14 jusqu'à l'Eurobike. Mais alors, pourquoi toujours plus finalement? Bon, clairement, ça fait vendre, j'ai envie de te dire. Ça fait vendre. Clairement aussi, d'avoir plus de vitesse à l'arrière permet des étages plus resserrés, donc plus facile à rouler, notamment pour ceux qui roulent en mono. Mais finalement, le mono, on voit que c'est quand même, ça se généralise pas tant que ça. Autant en gravel, c'est quand même assez présent, mais c'est pas vraiment généralisé. Et d'augmenter le nombre de vitesses, je pense, pour moi, ça permet de réduire les écarts parce que sur les grands pignons et sur les petits pignons, on arrive à avoir les bonnes vitesses chez les fabricants, mais entre les deux. Alors moi souffrir du fameux trou dans la cassette, c'est quelque chose qui effectivement en termes purement performance m'a souvent dérangé sur mon vélo. Et j'avoue qu'à chaque fois qu'on m'a rajouté un pignon, j'étais plutôt satisfait parce que ça gommait un trou, alors soit entre le 15 et le 16, soit entre le 21 et après le 20, enfin entre le 19 et le 23 plutôt, ainsi de suite. Et donc le 12 vitesses, j'avoue que quand je prends une cassette 11-30 par exemple, j'ai plus trop de trous jusqu'à arriver très en haut, et puis j'ai mon 30 un peu en cartouche de secours si je vais faire du très pentu ou si les jambes ne sont pas au rendez-vous, ça arrive malheureusement. Et donc j'avoue j'en suis plutôt content jusque là, et que à première vue le 13 m'a vraiment satisfait dans cette même idée là, que je pouvais faire mes descentes de col avec mon tout à droite, mon 11, tout en ayant, j'avais un 36 à l'arrière. Alors j'ai pensé à toi, parce que si on m'avait dit que j'allais mettre un 36 en pignon à l'arrière, je l'aurais pas cru. Mais du coup j'avais les développements pour tout faire, et quand en plus j'étais un petit peu chargé, j'étais bien content d'avoir mon 36 dans les pentes de l'Arpette, du col de l'Arpette en fin de course. Mais j'avoue que moi jusque là je suis plutôt content du coup, de l'addition des pignons. Tu prônes du coup l'augmentation du nombre de vitesses. En gros, le brevet que tu as vu à Eurobike, il faudrait que tu nous en parles un peu plus. En 14 vitesses, tu fais partie des acquéreurs possibles. Alors oui, il y reste quand même quelques contraintes, on y vient. Dis-moi. C'est-à-dire que déjà quand on est passé du 10 au 11, on s'est posé la question, et encore plus avec le 12, parce qu'il a fallu changer les cordes cassettes. Forcément, on va pas augmenter l'écartement entre les bases du cadre, ça c'est pas... En VTT, ils le font. Eh ben écoute, jusqu'à présent sur tout ce qui est drop bar, donc plutôt vélo de route gravel, ça s'est pas trop vu. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien on a réduit l'écartement entre les pignons, sauf qu'au bout d'un moment ça va se toucher, donc on a réduit la largeur de la chaîne et on réduit évidemment l'épaisseur d'un pignon. Et le parapluie du moyeu, finalement, pour les rayons. C'est surtout ça aussi le problème. Et oui, et du coup on se retrouve avec des roues qui subissent le nombre de pignons finalement, voire un cadre qui va subir le nombre de pignons, parce qu'on le fait d'accord, mais c'est pas forcément l'idéal d'un point de vue mécanique. En tout cas, on le fera en conséquence d'un autre choix, et ce sera pas un choix délibéré. Et surtout, est-ce que ne le fait-on pas, c'est un petit peu la question, au détriment de la durabilité, donc c'est-à-dire de la longévité des équipements, notamment de la chaîne. Une chaîne plus étroite, c'est peut-être une chaîne qui s'use plus vite. Et ne le fait-on pas au détriment de la solidité, parce que si on a des éléments qui sont plus fins, clairement, la réponse est dans ta question. Tu mets moins de matière sur une cassette, c'est-à-dire des pignons plus fins. Tu mets moins de matière sur la chaîne, forcément.
ça va être plus fragile. Et ça va forcément s'user plus rapidement, sauf si on utilise des matériaux qui sont dits plus solides. Et dans ce cas-là, les coups vont encore une fois exploser. Et oui, et on y vient, c'est-à-dire que le problème de tout ça, dans tous les cas, c'est que si on si on continue du moins à augmenter le nombre de pignons, et c'est déjà ce qui se passe entre un 10 et un 12 par exemple, on va avoir des problèmes de compatibilité également. C'est-à-dire que j'étais dans la famille ce week-end, dans la belle famille plutôt. Il vaut bien. Ça va super, alors là, pour le coup tout va très très bien. Par contre, il y avait un problème de taille, c'est qu'on a une paire de roues, on a deux paires de roues pour un vélo qui fait cyclocross et route pour une jeune U13 ou U11, et du coup on a un vélo qui fait cross et route, on change les roues, sauf que les braquets changent tous les 2 ans. Donc et là du coup il nous faut 2 cassettes comme on a 2 paires de roues, et là on a une cassette en 9 et une cassette en 10 vitesses. Donc il faudrait racheter une cassette ou changer la cassette sur chaque paire de roues à chaque fois. Racheter une paire de roues c'est pas nécessaire, mais du coup on a derrière cassette et courte cassette qui sont plus compatibles, alors que l'idée de base c'était de réussir à utiliser qu'une paire de roues qu'un vélo pour 2 paires de roues. Et ça c'est un problème qui va continuer de s'accentuer parce qu'on va toujours courir après le nombre de pignons finalement. Mais si on voit en plus ce qu'a fait SRAM l'an dernier ils ont lancé le groupe de gravel, le Red XPLR, 13 vitesses. Que t'aimes beaucoup je crois. J'ai jamais roulé encore avec. Moi j'ai le 12, j'ai pas la chance. On est bloqué à 12. L'avantage d'avoir le groupe 12 vitesses, c'est que moi, je peux mettre sur mon vélo sans problème ma cassette de VTT et le dérailleur de VTT en fait. C'est ça que tu fais. Et donc, cette compatibilité entre le vélo de gravel, le vélo de VTT et le vélo de route, qui sont tous les trois en 12 vitesses sur l'ancien groupe SRAM Red, m'arrange bien. Par contre, sur route, il faudrait un groupe SRAM Red de 13 vitesses. Il n'est pas sorti, il me semble. C'est pas sorti. Alors par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai parlé aussi avec des professionnels, j'ai eu un week-end chargé, avec des professionnels de l'équipe Cofidis ce week-end, au Critérium de Bretagne d'ailleurs. Et en fait, certains ont les manettes 13 vitesses avec un derrière 12 vitesses. Et alors j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet d'une évolution graduelle finalement. Parce que par exemple, l'ergonomie des poignées 13 vitesses est vraiment sympa. Donc on peut changer par petites touches. C'est-à-dire que acheter tout un groupe d'un coup, par exemple, j'ai déjà un groupe Campa 12 vitesses. Changer tout un groupe d'un coup, ça peut être un peu trop cher. Par contre, je peux acheter une paire, mes poignets sont un peu nazes, j'ai un peu mal aux mains, je passe aux 13 vitesses qui sont ergonomiques et puis dans 2 ans, je changerai le derrière et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant. Et c'est permis par les. Donc en gros, parce que tes couvre-cocottes sont un peu usées, qui valent 20 balles, tu changes des manettes pour 500 balles. Alors tu te trompes parce que l'ergonomie. C'est ça que tu es en train de me dire, Louis. Non, ça non. Mais l'ergonomie des 13 vitesses est différente de l'ergonomie des 12 vitesses. C'était un exemple d'intercompatibilité qui est intéressant. On a tous été bloqués à un moment donné par le manque de compatibilité entre les fabricants. Si on commence à avoir un manque de compatibilité au sein d'un même fabricant, au bout d'un moment, nous on peut s'en sortir. Mais ça en fout. Donc l'idéal pour conclure, quel est le nombre de vitesses idéal à l'heure actuelle? Moi je dirais 12. Moi je trouve que 12 voire 13, on arrive quand même à avoir beaucoup de choses, comme tu l'as dit, ça permet de rouler même en monoplateau pendant longtemps. Bien sûr. Et aussi, je reviens sur le monoplateau, à un moment donné, si on a besoin d'avoir un 10 et un 36, ce qui est possible sur des groupes 13 vitesses par exemple, ou même sur des 10-33 sur des 12 vitesses, je suis sûr. Et à un moment donné, c'est qu'il faut changer ces plateaux, parce que ça fait quand même un écart énorme, et peut-être qu'on peut tout simplement réétager et dire que le 50-10, j'en ai pas besoin. Donc je reste en 11 pour avoir moins de trous et je mets un plus petit plateau à l'avant par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ne se fait pas à l'arrière et le monoplateau par exemple n'est peut-être pas idéal dans toutes les situations. Et peut-être qu'il faut aussi se dire je roule dans tel domaine, je roule qu'en montagne, finalement on n'est jamais tout à droite en descente à 80 à l'heure parce qu'on est sur route ouverte. Donc peut-être que je vais repasser sur une cassette même avec un départ en 12 vitesses pour avoir un bon étagement et le plus d'options possible à la montée. Encore une fois un problème. Bon, je ne comptais pas rajouter ce commentaire, mais on ne peut plus changer l'étagement des cassettes. Maintenant, les cassettes sont à un bloc, on ne peut pas choisir les pignons. Alors qu'avant, on faisait pignon par pignon. Avant, c'était parfait d'ailleurs quand on était jeune avec des départs en 14 ou en 16 pour les courses jeunes. On pouvait faire un départ en 16 personnalisé. Donc tout ça pour dire qu'on est victime du marketing et que s'ils veulent nous faire rouler avec des 15 vitesses, on va devoir être obligé de rouler avec. En fait, c'est toujours la même histoire. Excusez-moi, je continue. Bien sûr. Avec l'apparition des boîtes de vitesse qui se développent petit à petit, peut-être qu'on va avoir des variateurs, comme un peu sur nos 103 SP, sur les mobylettes. Peut-être pas connu. Ce week-end, il y avait des 100 et des 102. Mais ce qui permet d'avoir un étagement très très fluide, parce qu'on n'est plus sur des pignons, mais ça sera possible qu'avec les boîtes de vitesse. Donc à voir un peu où l'avenir va nous mener. Moi ce que je vois c'est une séparation progressive du très haut niveau et de la performance
où le variateur n'est pas possible, par exemple, pour des questions de frottement, avec le grand public, où là, effectivement, il y a d'autres technologies que la cassette qui seraient finalement plus intéressantes, plus durables, parce que c'est quand même une qualité première d'un moyen de déplacement et d'un vélo. Donc c'est peut-être ça, finalement, l'avenir, il y a une séparation du très haut niveau et du tout venant, enfin du tout venant, du moins de nous, quoi. Tu vois, c'était pas très élégant, mais de nous. Mais l'industrie, à l'heure actuelle, fonctionne pas comme ça et nous force plutôt, nous, les amateurs, à coller à ce qu'ils font pour le très haut niveau. Bon, en parlant des pros, est-ce qu'on ne passerait pas aux résultats maintenant? Eh bien, avec plaisir, ça fait plaisir que tu parles de compétition. Qu'est-ce qu'on a vu un peu ce week-end? Le départ de la Vuelta, bien sûr. Alors? Eh ben, c'était une belle Vuelta. Donc, on a eu un sprint massif pour commencer. Donc, ça, c'était une petite entorse au règlement du Tour d'Espagne. Normalement, on n'a pas de sprint massif aussi limpide, encore moins pour l'ouverture. On a vu un Jasper Philipsen très affûté. On s'est fait la réflexion, on m'a fait la réflexion qu'il était très affûté et qui a brillamment remporté la première étape au sprint pour endosser le maillot rouge. J'ai vu. Voilà. Donc, voilà, 50 jours se sont écoulés entre sa victoire au Tour de France inaugural également, sa fracture, son abandon du Tour de France et son retour victorieux à la Vuelta. Donc, c'est pas mal. Bel été, il a été sérieux, il s'est très vite remobilisé après l'abandon au Tour. Bon, par contre, deuxième jour, c'était précisé sur le roadbook, étape de plaine avec arrivée au sommet. Ouais. Donc on peut difficilement faire plus espagnol que ça. On a vu la pluie, on a vu des chutes et on a vu la victoire du grand favori qui endosse déjà le maillot rouge. Jonas Vingegaard. Et oui, et qui s'est cassé la gueule pendant l'étape. Oui, mais il a fait un peu de... C'est aquaplaning, ça peut pas nous arriver, on va beaucoup moins vite. Faut dire qu'ils arrivaient vite dans le rond-point. Après, les routes espagnoles sont réputées grasses quand même, surtout quand il n'y a pas plu depuis longtemps. Mais là, voir le strike que ça a fait, clairement, on peut se douter que clairement la route était très très glissante. Ils étaient même pas sur l'angle. Non, puis c'était en début d'étape, c'était pas, voilà, il y avait pas, c'était plus l'état de la route. C'était très vueltesque finalement, des imprévus, de la difficulté. Et Vingegaard, alors très prometteur pour lui pour le reste de la Vuelta. Il prend le maillot rouge un peu tôt, certes. Mais c'était un terrain peut-être plus favorable à des Giulio Ciccone qui fait deuxième, ou voire même à des Almeida, par exemple, qui sur un profil peut-être un poil plus roulant que ce que sera l'Angliru, par exemple, en deuxième semaine, finalement, il prend déjà l'avantage. Donc, malgré une journée compliquée. Donc, c'est le signe qu'il est bel et bien au rendez-vous et qu'il va quand même être très difficile à battre, même si on n'en doutait pas tellement. On va voir tout ça. Autre résultat? Oui, alors c'est les Tours de l'Avenir qui battent leur plein. Alors c'est très intéressant parce que le Tour de l'Avenir homme et le Tour de l'Avenir femme, donc rappelons que c'est un petit peu le Tour de France des moins de 23 ans, ils empruntent les mêmes routes. C'est les mêmes étapes, les mêmes jours, simplement la plupart du temps les femmes font un peu plus court que les gars, déjà parce que c'est un plus petit peloton. Et du coup c'est intéressant ce format d'avoir la même course. Il y a certaines personnes qui nous en parlaient pour les Tours de France. Le même jour ou c'est décalé? Le même jour. C'est le même jour. Simplement, elles partent de plus loin. Donc double de plus près. De plus loin du de départ, plus loin dans l'étape. Voilà. Ok. Non, l'avantage c'est que c'est double spectacle pour le public. Double spectacle pour le public et du coup une ferveur qui reste. Une journée, en fait, c'est une belle journée de vélo partagée avec deux épreuves. Très très bien. On a vu le prologue à Tignes. Alors moi j'y étais cet été à Tignes. C'est Paul Sexas qui a gagné chez les hommes. Voilà. Il a monté à presque 25 km/h les 3 derniers kilomètres d'ascension entre Tignes et Tignes 1800. Autant te dire que c'est. Faut freiner dans les virages. Il n'y a pas de virage, c'est plutôt de ligne droite, donc t'es tranquille. Mais c'est plus du double que ce qu'on faisait. Lui, il a mis 7 minutes et quelques. Nous, on comptait presque 20 minutes pour faire la fin. Donc, voilà, belle performance du petit Polo, qui a évidemment pris les commandes. Et chez les femmes, sur la première étape, ça c'était le prologue, sur la première étape, c'est Célia Géry, l'habituelle pensionnaire de la FDJ Suez, qui s'impose. Il y a un très très beau plateau dans les deux épreuves, parce qu'il y a beaucoup de coureurs du World Tour qui participent, ils ont le droit de le faire. Donc il y a un très gros plateau. Et notamment chez les femmes où il y a pas énormément de joueuses qui étaient au Tour de France et qui ont brillé au Tour de France. Donc, voilà, c'était ça pour la route, mais il m'a semblé avoir passé une news grave. Oui, écoute, j'ai vu ton idole Romain Bardet remettre un peu les cuissards il y a quelques semaines pour sa nouvelle carrière en tant que cycliste de compétition de gravel. Et il a remporté sa première course ce week-end sur le Grand Prix de Monsterrando 2025. Donc, c'est de très bon augure de voir Romain à ce niveau. En l'occurrence, parce qu'il va y avoir les mondiaux de gravel bientôt. Et je suis un peu inquiet parce que Romain je croyais que c'était une bonne nouvelle. Non, est en grande forme. Il a gagné une course, donc ça, pour l'avenir, c'est génial. Le seul problème des mondiaux de gravel, c'est qu'ils seront aux Pays-Bas. Et oui, ils devaient être en France à Nice, mais finalement, ça a été délocalisé. Et pour un champion sortant du nom de Mathieu Van Der Poel, je vois où tu ça risque d'être pas assez montagnard ou montagneux
pour Romain. Donc on va voir ça dans les semaines à venir. On sait que les profils, alors Nice justement faisait un petit peu exception sur les parcours prévus, voilà, on pensait qu'ils allaient prendre. De toute façon, le terrain était cassant, mais c'est vrai que les mondiaux de gravel jusque-là étaient souvent très roulants. On voyait même beaucoup de coureurs partir en vélo de route tout simplement. Donc oui, c'est plutôt à l'avantage de gros rouleurs comme Van Der Poel plutôt que Romain, mais ma foi, peut-être qu'on le verra au Rock d'Azur. Ouais, ça fait plaisir de voir qu'il s'épanouit dans d'autres disciplines comme beaucoup d'anciens pros. Par contre, ça va devenir compliqué de faire de la compétition de gravel. Hein. Parce qu'il y a tous les retraités très en forme qui s'y mettent, plus ceux qui font directement carrière dans le gravel. On est loin de la balade tranquille d'il y a 10 ans. Écoute, chacun son problème. Ouais. Nous, moi je suis en catégorie amateur. Toi, tu es surtout en catégorie encore plus de bornes, donc normalement tu te frottes pas trop aux anciens pros. Si, j'ai Royanto Flecha encore que je vais recroiser ce week-end sur ma prochaine course. Bref, au niveau des transferts cette semaine, ça a donné quoi? Eh bien, il y a très peu de transferts. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Normalement, les transferts officiellement ne peuvent être signés et donc ne sont annoncés qu'après le 1er août, sauf pour les prolongations de contrat. Et on peut être surpris du peu d'annonces qui ont été faites depuis la date d'ouverture du marché. Pour une bonne raison, enfin plutôt pour de très mauvaises raisons en fait. Pourquoi? Eh bien parce que l'avenir d'Arkea est très incertain. S'il y a eu une petite regain d'intérêt après le Tour de France, finalement on n'a plus trop de nouvelles. Paraît-il qu'il y a des entreprises qui sont tout simplement en vacances et qui n'ont pas pu voter les budgets. Voilà, mais on sait que la date pour déposer son dossier à l'UCI c'est le 15 septembre. Donc s'il n'y a pas de nouvelles d'ici le 15 septembre, c'est quand même très mauvais signe. Et le 15 septembre, ça approche. Donc il y a Arkea qui est en suspens, donc ça fait quand même potentiellement une petite trentaine de coureurs sur le marché. J'allais dire à bas prix, c'est pas beau de dire comme ça, mais c'est un peu le cas. C'est même carrément le cas. Et on a aussi deux équipes qui fusionneraient, c'est des rumeurs qui circulent depuis un moment déjà, la Wanty Gobert et la Lotto, si je dis pas de bêtises. Et plus d'autres équipes, notamment Conti Pro, qui sont en recherche de partenaires ou des partenaires qui veulent monter nos structures, etc. Bref, il y a de grosses incertitudes avec des gros groupes et des grosses équipes, donc des coureurs de talent. Donc pas spécialement au niveau des coureurs, mais plutôt au niveau des équipes, quoi. Et oui, et du coup, potentiellement, il y a beaucoup de coureurs qui vont se retrouver sur le marché, et notamment des bons coureurs, et qui vont être, comme je l'ai dit, peut-être des bonnes affaires, si on peut parler ainsi. Puisque comme ils n'auront plus d'équipe et que ça va se faire tard dans la saison, c'est compliqué de négocier vraiment, voilà, c'est la loi du marché. Et donc ça explique ce calme relatif sur le marché des transferts. Ouais, du coup tout le monde attend, voir s'il n'y a pas de la bonne affaire, de la promo qui va arriver. Voilà, exactement, savoir si 30 places vont se libérer parce qu'Arkea repart ou si à l'inverse il va y avoir 20 mecs sur le marché parce que l'équipe s'arrête par exemple. Bon, voilà. Écoute, on va voir ça. Une question news cette semaine. J'ai vu aussi une nouvelle caméra chez Insta360, le partenaire. En fait, ils ont changé leur caméra, la Insta360 Go, celle qui se permet en fait, qui se fixe directement avec un aimant sous le t-shirt. Hop, au moins on peut filmer sans les mains. Et c'est en 4K avec toutes les technologies, les nouvelles technologies. Il y a même un écran en fait il y a un support. On peut avoir un écran derrière. C'est pas mal. Donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Oui, ça va te rendre bien des services ça, quand tu pars en vlog. Moi pour filmer. Tu vas dévoiler une autre news qui t'a beaucoup plu, si Écoute, j'ai bien compris. J'ai trouvé la pompe à vélo de l'avenir. Celle que j'aimerais avoir sous mon sapin. À la 14 vitesses. Et d'ailleurs, non. Et c'est Silca. Silca, bien connu pour leurs produits avec lesquels on travaille, mais aussi pour du matériel d'exception. Et là, ils ont fait une pompe, clairement, qui sera en série limitée. C'est quasiment impossible de l'avoir. Mais ils ont fait une série limitée avec Pegoretti. C'est une marque de vélo sur mesure italienne. Ils sont vraiment connus pour leur peinture Ciavette. Bref, c'est des pompes qui sont magnifiques. J'ai mis les photos directement dans ce show parce que la pompe est exceptionnelle. Ça sera une série limitée disponible aux États-Unis. On ne pourra pas en avoir, mais c'est magnifique. Si j'ai bien compris, tu aimerais beaucoup l'avoir et il faut qu'on mette ta famille sur le coup. Voilà. Question news, par contre, il paraît que tu vas prendre un rôle très à cœur chez Zwift. Et pour passer l'hiver un peu sportif finalement, puisque la Zwift Racing League va débuter le 16 septembre. Et donc c'est des compétitions de niveau, c'est un peu le World Tour de Zwift, du cyclisme virtuel. Et on peut tout simplement créer des équipes. Et pour ça, il faut envoyer des candidatures pour être sélectionné comme un mini cyclisme professionnel. Et on peut envoyer les candidatures jusqu'au 9 septembre. Oui, parce qu'en fait, GCN en français monte son équipe directement sur Zwift. Et d'ailleurs, on va y prendre part, nous aussi, soit en tant que coureur, soit en tant que directeur sportif. Moi, pour l'instant, je ne me suis pas décidé. J'ai appris la nouvelle ce matin, donc
Moi, je suis pense un que peu sur le qui-vive. je vais faire capitaine de route. Je vais mener l'équipe à faire le meilleur résultat possible pour se tirer la bourre un petit peu avec les différentes chaînes internationales. Vous avez vu qu'on collabore de plus en plus avec elles et on en est ravis. Mais qui dit collaboration dit aussi remettre la France, le drapeau au centre du village. Exactement. Première course le 16 septembre. On attend vos candidatures. On avait aussi le concours Waouh pour faire gagner un kit complet. Est-ce qu'on a le nom du vainqueur? Et oui, on a le nom du vainqueur et c'est Guillaume Sori qui remporte le pack complet. Donc avec, on le rappelle, le compteur, le Ace, le tout nouveau, avec la ceinture cardiaque, la toute nouvelle, et le radar arrière, le tout nouveau. Oui, et voilà, donc c'est un pack complet des nouveautés de chez Waouh. Guillaume m'a confié à l'oreillette qu'il n'était pas Sori pour les adversaires de ce concours. Ok, sur cette superbe blague, on peut passer une vraiment très bonne nouvelle. C'est que, je ne sais pas si tu as vu passer la news sur le nombre de followers de la chaîne, mais on vient de passer les 200 000 followers grâce à vous. 200 000 followers sur la chaîne qui a été créée il y a 5 ans maintenant. On est très heureux d'être autant, que vous soyez autant à venir voir les vidéos, que ce soit les GCN Show, que ce soit les aventures, que ce soit les courses d'ultra distance comme tu vas nous montrer ce week-end. Celle-là, j'ai tellement hâte. Elle n'a pas piqué des temps. Donc merci à tous, on va vous préparer une vidéo spéciale autour de ça. Il faut dire qu'on était sur le sujet depuis un moment et que vous nous avez pris de court. On pensait avoir un petit peu plus de temps que ça pour cette fameuse vidéo des 200 000 followers sur laquelle on aimerait énormément vous rencontrer tout simplement parce que c'est quand même grâce à vous qu'on l'a fait celle-là, donc ce serait vraiment cool de la faire avec vous. Mais force est de constater qu'on a été pris de court et on en est bien sûr ravis. Bon, écoute, on continue comme ça, nous. On se retrouve mardi prochain, mais en tout cas, tu seras mercredi. Là ou pas parce que tu repars en course. Non, je serai en course. Tu seras en course, Marie. À l'heure où on filme, la semaine prochaine, j'aurai 2-3 rides supplémentaires. Mais je ramènerai des images, évidemment. Ça sera directement du désert andalou, de Gorafé ou Tabernas, pendant la course de Badlands, où je vais retrouver mon copain Juan Antonio Fletcher. Donc voilà, en tous les cas, mercredi, c'est GCN Ride avec Bernat, le présentateur espagnol. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt et bon courage pour ta nouvelle course.